Merci pour les personnes qui sont venues, qui se sont déplacées. Nous allons commencer la séance avec un peu de retard et en vous signalant qu'il y a 2 personnes qui sont absentes, qui n'ont pas pu se déplacer. Ces personnes devraient faire une conférence sur l'HTA, l'hypotension orthostatique, et la deuxième personne, HTA résistante, l'arsenal thérapeutique. Si vous le voulez bien, après la conférence de Madame le professeur Jouler, on peut parler de l'hypotension orthostatique et de l'HTA résistante, comment trouver les moyens de surmonter cette résistance et quelles sont les causes. Tout de suite, je donne la parole au professeur Jouler qui va nous parler de l'HTA et pathologie respiratoire. Docteur Abdallah, pour Docteur Mahdawi, pour sa persévérance et pour mener à bien ces journées, vu les conditions épidémiologiques, pandémiques et aussi vu la température externe qui fait actuellement ces jours-ci. Et c'est toujours intéressant de parler d'hypertension artérielle. C'est pas compliqué de trouver des sujets sur l'hypertension artérielle, d'autant plus que on s'est dit l'hypertension artérielle intéresse toujours du monde pour une raison très simple, c'est que c'est probablement la pathologie la plus fréquente dans le monde, tout simplement. Vous le savez maintenant, c'est presque 45% des personnes de plus de 35 ans qui sont hypertendues, et ça, ce sont des chiffres mondiaux. Donc, l'hypertension artérielle restera pendant longtemps la première cause de mortalité dans le monde et la première pathologie à traiter. Et donc, parmi les pathologies que nos chers hypertendus ont, c'est bien sûr les pathologies respiratoires. En fait, cette relation n'est pas seulement statistique, mais il y a une relation intime entre les poumons et le cœur, et les vaisseaux du cœur, justement. Donc, il y a des interactions qui se font de proximité, ce qui fait que toute pathologie respiratoire va forcément finir par retentir sur le cœur directement. Mais il y a aussi des phénomènes à distance qui se font, de par l'inflammation et des interactions moins directes qui vont être responsables de l'hypertension artérielle. Parmi les pathologies respiratoires les plus fréquentes et qui ont justement cette interaction avec l'hypertension artérielle, il y a les bronchopneumopathies obstructives. De par leur comorbidité, ce sont presque les mêmes que l'hypertension artérielle, essentiellement le tabac. Il y a beaucoup d'experts qui poussent à considérer les patients BPCO comme des patients hypertendus à haut risque cardiovasculaire avec le corollaire que cela signifie, c'est-à-dire des objectifs thérapeutiques beaucoup plus sévères que d'autres patients. Le phénotype des patients qui sont BPCO, c'est le même phénotype que les patients qui ont une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, donc ou bien ce qu'on appelle aussi l'insuffisance cardiaque diastolique. Le plus dur, c'est l'interaction entre les différents médicaments, aussi bien les médicaments pour la BPCO et les médicaments pour l'hypertension artérielle, avec les conséquences sur les poumons. L'autre sujet, l'autre point où se rejoignent l'hypertension artérielle et les pathologies pulmonaires, c'est bien sûr le syndrome d'apnée de sommeil. Et on va faire un petit tour d'horizon un tout petit peu sur ces sujets-là. Donc, les patients BPCO de par le monde, c'est 174 millions de patients BPCO. Ce n'est pas très important par rapport aux plus de 1 milliard de patients hypertendus de par le monde. Ce qui revient de par les statistiques, c'est qu'on trouve beaucoup plus d'hypertendus chez les patients qui ont le syndrome d'overlap entre l'asthme et la BPCO. Et que chez les patients qui ont une altération de la fonction respiratoire, donc un début d'insuffisance respiratoire, ces patients-là ont un risque cardiovasculaire qui est d'autant plus important. Tout ceci pour revenir au point essentiel du traitement de l'hypertension artérielle, de la prise en charge de l'hypertension artérielle, ça reste la prévention des complications cardiovasculaires pour limiter aussi bien l'insuffisance coronaire, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, le point commun, c'est d'abord l'inflammation. L'inflammation qui est provoquée par la BPCO, elle augmente le stress oxydatif au niveau des cellules endothéliales et donc elle donne une dysfonction endothéliale.
L'hyperréactivité sympathique qui est responsable aussi va donner une aggravation, une accélération de l'athérosclérose, une dysfonction du syndrome du système nerveux autonome et une rigidité artérielle. Donc, tout ceci est lié, et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un point qui est très important pour la BPCO et pour le risque cardiovasculaire, c'est justement le tabac, le stress oxydatif qui est lié au tabac, qui va donner cette inflammation, qui va provoquer une détérioration de toutes les fonctions cardiovasculaires, aussi bien hypertension artérielle, insuffisance cardiaque et coronaropathie. De l'autre côté, la BPCO, avec ou sans hypoxie, mais surtout avec l'hypoxie qui peut en résulter, va donner un stress encore plus important avec une hyperactivité sympathique encore plus élevée et donc majorer le risque cardiovasculaire. Donc, cette donnée de BPCO comme facteur de risque cardiovasculaire est retrouvée dans plusieurs études dans la littérature, de par justement le tabac, facteur pour les deux, l'âge qui est avancé. Un autre élément est retrouvé, c'est que les jeunes qui ont un développement incomplet de leur cage thoracique présentent des complications cardiovasculaires à peu près une décade plus tôt que leurs homologues qui n'ont pas du tout d'anomalie au niveau de la cage thoracique. L'hyperréactivité plaquettaire avec le risque de thrombose est majorée par la BPCO. L'inflammation, on en a parlé. La rigidité artérielle qui est proportionnelle à la sévérité de l'obstruction. De plus que souvent, les autres facteurs de risque sont retrouvés chez ces patients, c'est-à-dire le diabète, etc. Lorsqu'on prend l'inflammation qui est le point qui emmène vers ce facteur de risque cardiovasculaire et ces complications cardiovasculaires, ce qu'on retrouve chez cette étude de 1700 patients BPCO sur un suivi de 3 ans, on a dosé les biomarqueurs de l'inflammation et on a vu les complications cardiovasculaires, quel est le risque pour ces patients-là de développer des complications cardiovasculaires. Donc, on a dosé les globules blancs, la CRP, l'interleukine 6 et 8, le fibrinogène et le TNF-alpha. Et chez les patients qui présentaient ces biomarqueurs élevés, donc 16% de cette population, il y avait une augmentation de la mortalité cardiovasculaire qui était significative. Une autre étude sur 8600 patients, donc plus de patients, toujours avec les marqueurs de l'inflammation, trouve une augmentation, elle, de 2 à 4 fois d'insuffisance coronaire, d'infarctus du myocarde et d'insuffisance cardiaque. L'inflammation, on le sait, c'est un facteur de risque important ou un marqueur plutôt du risque cardiovasculaire, de la cardiopathie ischémique et de la décompensation. Et l'insuffisance coronaire, lorsqu'on prend des méta-analyses sur 7000 patients, lorsque ces patients sont BPCO, comparés à des patients qui ne sont pas BPCO, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que les complications de ces patients-là sont beaucoup plus importantes que ceux qui ne sont pas BPCO. Donc finalement, pour un patient qui est BPCO, qui fait malheureusement un infarctus du myocarde ou une angioplastie, les complications dans le mois qui suit l'angioplastie sont plus importantes chez le BPCO. Les complications à long terme aussi, cardiovasculaires, sont plus importantes. Donc nos chers BPCO présentent plus de risques cardiovasculaires en primaire et en secondaire aussi. Pour l'insuffisance cardiaque, la prévalence de la BPCO, elle varie en fonction des études. Vous voyez là des chiffres qui sont très disparates. Donc, ça va de 11 à 50% aux États-Unis, de 9 à 40% dans l'Union européenne. Mais sur des études, sur des méta-analyses, sur près de 10 000 patients qui ont été suivis sur un bon bout de temps, presque 10 ans, ce qui revient, c'est qu'il y a quand même à un an 10% de mortalité, augmentation de mortalité pour les patients insuffisants cardiaques lorsqu'ils sont BPCO à 1 an et 40% de mortalité de plus à 5 ans. Donc, le problème, les BPCO, ce sont des patients qui meurent plus et qui font plus de complications cardiovasculaires, non seulement la cardiopathie ischémique, mais aussi l'insuffisance cardiaque. La cause, elle est multifactorielle. La cause, c'est de part déjà leur état, mais aussi un tout petit peu notre faute. Parce que ces patients-là, ils sont moins souvent mis sous bêta-bloquants, ils sont moins souvent mis sous inhibiteurs d'enzymes de conversion, on leur fait moins des coronarographies et on les opère moins.
Pour l'intervention chirurgicale, il est possible que le risque d'intervention est plus élevé. Ça pourrait trouver une explication, mais pour les autres, a priori, c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on les traite moins bien, ces patients. Pour les relations entre les BPCO et les autres pathologies cardiovasculaires, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et les AVC, les relations ne sont pas aussi évidentes que ça. Une toute petite plaque, tout juste pour l'hypertension artérielle pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le même mécanisme que l'hypertension artérielle, donc dysfonction endothéliale de par l'inflammation, de par le stress oxydatif, c'est les conséquences de l'activation et de l'inflammation chronique due à la BPCO, mais pas seulement ceci, l'hypoxie seule durant la BPCO est responsable d'une vasoconstriction et avec au long terme une hypertrophie au niveau artériolaire, précapillaire au niveau pulmonaire, qui sera responsable de l'installation de cette hypertension artérielle pulmonaire. Et cette hypertension artérielle pulmonaire, malheureusement, elle est de mauvais pronostic puisqu'elle aussi, elle aggrave le pronostic vital en diminuant le taux, en augmentant plutôt le taux de mortalité à 5 ans. Le traitement antihypertenseur et la BPCO. Les diurétiques, on va un tout petit peu faire le tour d'horizon des médicaments qui sont prescrits. Donc, ce qui est rassurant, c'est que les diurétiques thiazidiques ne provoquent pas de décompensation respiratoire chez le patient qui est BPCO. Donc, on peut le prescrire. Sauf qu'il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que le patient BPCO, c'est un patient qui prend des bêta-2 mimétiques. Ces bêta-2 mimétiques sont responsables de l'internalisation du potassium. Les patients BPCO sont des patients sous corticoïdes qui, eux aussi, vont être responsables de l'internalisation du potassium. Les diurétiques thiazidiques sont aussi hypokaliémiques. Donc, il faut vraiment surveiller de très près la kaliémie chez des patients qui sont sous diurétiques thiazidiques BPCO de surcroît. Concernant les diurétiques de Lens, eux, par contre, sont une vraie catastrophe chez les patients qui sont BPCO parce que de par l'alcalose qu'ils donnent, ils sont responsables de décompensation de la BPCO et ça donne une alcalose avec une hypercapnie et souvent les patients, on a du mal à les récupérer et ça a été remarqué que lorsque des patients on leur administre des diurétiques de Lens, il y a une altération avec un risque de 1,6 plus important et des hospitalisations plus importantes avec ou sans infection, avec une augmentation de la mortalité de par la BPCO. Donc, il faut faire très attention aux diurétiques de Lens chez les patients qui sont BPCO. Un autre sujet qui est important, il y a eu beaucoup d'écritures sur les IEC et les BPCO et le risque pulmonaire. On le sait très bien, les IEC qui agissent sur l'enzyme de conversion, cette enzyme de conversion est très présente au niveau du tissu pulmonaire. Donc, forcément, l'action de l'IEC va être très importante au niveau justement de ce tissu pulmonaire. Les IEC, vous le savez, sont les molécules qui vont empêcher le passage de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, mais aussi, malheureusement ou heureusement, c'est aussi l'enzyme qui va inhiber la dégradation de la bradykinine. Cette bradykinine qui ne va pas être dégradée va s'accumuler et elle va s'accumuler essentiellement au niveau des poumons. Donc, un patient qui est BPCO et qui a une accumulation de bradykinine et qui tousse, allez chercher qui est responsable de quoi. D'un autre côté, on sait très bien, l'atout aux IEC, on a essayé de savoir est-ce que les patients BPCO sont plus susceptibles d'avoir cette toux aux IEC par rapport aux autres patients. Alors, ce qu'on retrouve, quels sont les patients qui font le plus de toux aux IEC? Ce sont les personnes âgées, 3e âge, plus de 65 ans. Ce sont les tabagiques. Ce sont les patients qui prennent des inhibiteurs de calcique. Ce sont des patients qui sont sous antihistaminiques et ce sont des patients sous glucocorticoïdes systémiques. Ce sont aussi les patients qui sont asthmatiques et donc ça revient, ce sont des patients allergiques asthmatiques sous antihistaminiques. Donc finalement, lorsqu'il y a une hyperréactivité bronchique avec une hyperréactivité éosinophile et allergique au niveau pulmonaire, l'accumulation de bradykinine va être responsable plus fréquemment de toux aux IEC que chez les autres patients.
L'avantage avec les IEC, c'est qu'on n'a pas de risque de faire une hypokaliémie. Concernant les ARA2, une petite chose à rapporter, pas très importante a priori, mais lorsque la fibrose pulmonaire s'installe de par la BPCO ou bien une autre pathologie telle qu'une pneumopathie interstitielle diffuse, ce qu'il faut savoir, c'est que les récepteurs AT1 augmentent. Les récepteurs AT1 sont les récepteurs des ARA2. Et donc, a priori, il y a certains qui pensent que les ARA2 auraient un bénéfice à être prescrits chez les patients qui sont BPCO pour retarder et freiner la fibrose pulmonaire. Donc, comme vous le savez, les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone ont un rôle antifibrotique qui est rapporté dans la littérature, mais qui est difficile à montrer de manière claire de par des études. Et ça reste peut-être, il y a une étude qui n'a pas été contrôlée avec les IEC ou ARA2 chez les patients qui ont été hospitalisés pour BPCO décompensé et qui aurait montré une moindre mortalité à 90 jours, mais c'est une seule étude, c'est pas, on va pas mettre des recommandations sur ça. Et on vient aux chers bêta-bloquants, c'est mal aimé, ces patients qu'on adore et qu'on déteste, ces médicaments qu'on adore et qu'on déteste en même temps. Alors, les bêta-bloquants, on ne veut pas les utiliser chez les patients BPCO. Et pourtant, les patients qui sont en insuffisance cardiaque sont des patients qui ont besoin de leurs bêta-bloquants. Donc, les patients coronariens ont besoin de leurs bêta-bloquants et nos patients insuffisants cardiaques ont besoin de leurs bêta-bloquants et on les utilise. Il y a une diminution d'utilisation chez ces patients de près de 50%. Et cette diminution de prescription est responsable d'une surmortalité chez nos patients qui sont BPCO. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut pas éliminer de sa tête les bêta-bloquants chez les patients qui en ont besoin, mais il faut bien évaluer le côté obstructif de la BPCO, le syndrome d'overlap entre asthme et BPCO, la réactivité bronchique et la réversibilité de l'obstruction au bêta-2 mimétique. Donc, un bon avis pneumo avec la spirométrie chez nos patients BPCO peut nous permettre de prescrire des bêta-bloquants. Et bien sûr, avec des précautions, les bêta-bloquants sont prescrits, commencent à de faibles doses. Il faut augmenter progressivement, très doucement, et il est préférable d'utiliser les agents qui sont cardiosélectifs plutôt que les non cardiosélectifs. Le problème pourrait se poser dans le cas d'urgence hypertensive, où parfois le Trendat, le labétolol, puisqu'il n'y a que lui de toutes les manières, est une molécule de choix pour les urgences hypertensives. Il ne faut pas l'utiliser parce que c'est une molécule qui n'est pas du tout cardiosélective et donc là, vous risquez vraiment d'avoir un bronchospasme important et d'être délétère pour vos patients. Les autres antihypertenseurs, les inhibiteurs calciques, pas grande interaction chez les patients BPCO. Pour les antihypertenseurs centraux, la clonidine, le catapressant, elle augmenterait l'hyperréactivité bronchique. Donc, ça reste assez hypothétique et pas vraiment montré. L'autre souci aussi chez nos chers BPCO, donc vraiment, on les prend très mal en charge, nos chers patients. On a du mal à obtenir les objectifs thérapeutiques de l'hypertension artérielle chez eux. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont obèses. Souvent, plus leur BPCO est sévère et plus on a du mal à les équilibrer. Souvent, ils ont des problèmes sociaux, utilisation de drogue, alcool, etc., mauvaise adhérence au traitement. L'utilisation des glucocorticoïdes qui, eux, augmentent la pression artérielle, et puis les décongestionnants nasaux, puisque souvent nos BPCO ont aussi une rhinite allergique associée, surtout les asthmatiques, et donc ces patients-là, ce sont des patients qui vont prendre des décongestionnants nasaux très facilement en pharmacie sans aucune prescription, et ceci va augmenter les chiffres de pression artérielle. Ce qui est important, il y a quand même quelques études sur les corticoïdes par voie systémique pour dire que oui, on le sait, les glucocorticoïdes augmentent la pression artérielle, mais là, sur une étude, on en a prouvé que finalement, ce n'est pas très nombreux, 11 à 17%, et qu'il n'y avait pas une grande différence si vous donniez des corticoïdes pendant 5 jours ou bien pendant 15 jours. Ça ne change pas. La durée de la corticothérapie ne change pas, ne va pas changer la réponse hypertensive des patients qui ont été mis sous glucocorticoïdes. Donc, finalement, dès les premiers jours, vous pourrez voir si votre patient va faire une hypertension artérielle au glucocorticoïde ou pas et adapter le traitement aux besoins.
Ça a été aussi rapporté dans une seule étude que même les glucocorticoïdes inhalés, mais à vraiment à très forte dose, pourraient élever les chiffres de pression artérielle. Donc, les mêmes principes de précaution doivent être pris. De l'autre côté, le traitement de la PPCO aussi est loin d'être innocent pour notre cher cœur. Donc, sur une étude qui est parue en 2018 et qui nous a un tout petit peu dérangé, nous, parce que pendant longtemps, lorsque nous avions un patient qui décompensait aussi bien sur le plan insuffisance cardiaque que sur le plan pulmonaire, c'était le traitement de choix était les anticholinésterasiques. Donc, c'était éviter les bêta-2 mimétiques, puisque les bêta-2 mimétiques sont responsables de troubles du rythme. Les bêta-2 mimétiques vont augmenter la consommation en oxygène du cœur et on va se retrouver avec beaucoup de complications et on va éviter les bêta-2 mimétiques et on va préférer les autres bronchodilatateurs, c'est-à-dire les anticholinésterasiques. Eh bien, on est un tout petit peu tombé de haut lorsque cette étude est sortie, 284 000 patients, PPCO, 75 ans. On l'a dit, ce ne sont pas des jeunes. 70% étaient hypertendus. Donc, à 2 ans, 37 000, près de 38 000 ont développé une cardiopathie, des complications cardiovasculaires. Et finalement, il n'y avait pas de différence sur les événements cardiovasculaires entre les bêta-2 mimétiques longue durée d'action versus les anticholinésterasiques, toujours longue durée d'action. Sur les 30 premiers jours après la prescription de ces molécules, on a vu une augmentation des événements cardiovasculaires majeurs. Et ça, vraiment, ça nous a un peu dérangé parce que dans notre tête, pendant longtemps, on se sentait un tout petit peu à l'aise et en sécurité avec les anticholinésterasiques. Pour passer à l'autre pathologie respiratoire qui nous gêne aussi beaucoup en matière de gestion d'hypertension artérielle, le fameux syndrome d'apnée de sommeil. On n'était pas supposé trop s'étaler sur le sujet, on peut en parler un tout petit peu plus après. Ce qu'il faut savoir pour le syndrome d'apnée de sommeil, c'est que c'est fréquent d'abord, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est d'autant plus fréquent que les patients sont dans notre profil, hypertendus, âgés, diabétiques, obèses, etc. Donc, ça va de 40 à 80% chez nos chers coronariens et ceux qui présentent une fibrillation auriculaire. Les signes, vous les connaissez. Donc, sont des patients qui ne dorment pas bien la nuit, qui piquent du nez pendant la journée, qui sont irritables, qui ont des problèmes de mémoire. Peut-être les problèmes, la nicturie est un tout petit peu moins rapportée et la baisse de la libido et les dysfonctions érectiles aussi, elle est un peu moins rapportée par les patients. Ce qu'on sait, c'est que ça augmente la mortalité de manière très significative. Plus le syndrome d'apnée de sommeil est sévère et plus la mortalité est importante chez ces patients qui doivent être pris en charge. Sur une des recommandations de l'AHA, qui ne date pas de longtemps, ça date de mai 2021, chez les patients qui ont une hypertension artérielle qui n'est pas assez bien contrôlée, on ne parle même pas de résistance. Une hypertension artérielle pas contrôlée, c'est suffisant pour aller penser et aller chercher le syndrome d'apnée de sommeil. C'est encore plus important d'aller chercher lorsqu'il y a des complications du type accident vasculaire cérébral ou fibrillation auriculaire, surtout récidive, sous traitement, etc. Il faut aller chercher, est-ce qu'il y a ce fameux syndrome d'apnée de sommeil? Donc, c'est évident lorsqu'il y a une résistance à l'hypertension artérielle, une hypertension artérielle pulmonaire, une récidive de fibrillation auriculaire sous traitement ou après ablation, mais aussi lorsqu'il y a une dyspnée, le fameux syndrome tachycardie, bradycardie, où l'oreillette gauche s'emballe, parfois elle n'a pas du tout envie de battre et parfois elle se met en fibrillation auriculaire très rapide, la dysfonction sinusale, mais aussi les troubles du rythme ventriculaire. Il faut penser au syndrome d'apnée de sommeil. Et là, je vous rapporte un cas qui était assez anecdotique que j'ai vu la semaine dernière. Une patiente de 72 ans, hypertendue sous diurétique, et qui se plaint de dyspnée. Diurétique, malheureusement, son mari est médecin, et donc, ce sont toujours des, je pense que vous tous, vous connaissez ça, ce sont toujours des consultations de complaisance et pas une prise en charge comme le patient delta. Et donc là, on découvre chez elle une hypertrophie ventriculaire gauche, catastrophe, panique à bord. Elle est un tout petit peu en surpoids. Quand elle vient me voir, elle a changé de diurétique. Finalement, la tension n'était pas si élevée que ça, 143,90 mm de mercure. Tout de suite, je lui pose la question, est-ce que vous ronflez? Le mari dit non. Bon, un gentil médecin à la retraite de 82 ans. Après, c'est avéré que la patiente ronflait.
J'ai quand même demandé le Holter et j'ai été étonnée de trouver ça. Donc, il était parfaitement normal que lorsqu'elle était au cabinet, sa tension était dans les limites de la normale, mais chez elle, quand elle rentrait, elle pouvait piquer jusqu'à 180 mm de mercure de pression artérielle systolique. Et là, en recherchant et en allant chercher un tout petit peu plus les autres symptômes du syndrome d'apnée de sommeil, je les ai retrouvés et elle va être explorée pour ça. Et souvent, le syndrome d'apnée de sommeil, il revient comme étant la première cause chez les patients qui sont hypertendus non contrôlés. Et il faut toujours y penser. Le problème, c'est que justement, on revient toujours au même mécanisme de l'hypertension artérielle. Le syndrome d'apnée de sommeil va donner une hypoxie, l'apnée, une hyperréactivité sympathique, une inflammation. Donc, tout ce magma qui est propice au développement de l'hypertension artérielle et au développement des complications cardiovasculaires. Le traitement, lorsqu'il n'y a pas une cause ORL nette ou maxillofaciale nette qu'on peut traiter, lorsque le patient ne va pas vraiment maigrir à vue d'œil, comme on sait que le traitement de l'obésité est un grand problème, pas seulement chez les Tunisiens, mais de par le monde, la solution, bien sûr, c'est la CPAP. Et pendant longtemps, on a pensé que la CPAP était complètement inefficace sur les chiffres de pression artérielle. Sur une méta-analyse qui ne date pas de longtemps, il sort que finalement, 2014, il sort que finalement, on arrive à obtenir un gain sur les chiffres de pression artérielle avec la CPAP. Donc, une diminution de 2 mm de mercure significative sur la systolique, de 2 mm de mercure aussi sur la diastolique. Lorsque, sur la pression artérielle nocturne, cette diminution est plus importante, donc elle atteint presque 4 mm de mercure sur la systolique et 2 sur la diastolique. Et malheureusement, cette réponse est très liée à l'adhérence du patient à la CPAP. Et comme vous le savez tous, les patients qui ont des masques de CPAP, ils ne les utilisent pas tous les jours et ils sont assez gênés. Beaucoup ne mettent pas les 5 heures, ils les mettent un peu et ensuite ils les enlèvent. Ça, parfois, quand ils ne les enlèvent pas du tout le masque, ils sont gênés. Il faut savoir aussi que les nouveaux masques, les nouveaux dispositifs nasaux qui sont utilisés sont beaucoup mieux tolérés que les anciens. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais je pense qu'un effort doit être fait parce que vraiment, ça change la vie du patient. J'ai été étonnée de voir aussi que les autres moyens qu'on connaît beaucoup moins bien et qu'on n'utilise pas et qu'on ne promeut pas auprès de nos patients, c'est-à-dire tous ces trucs qu'on met dans la bouche pour que le patient ne ronfle pas la nuit, ça donne aussi une baisse des chiffres de pression artérielle de 2 à 3 mm de mercure, ce qui est loin d'être négligeable. Ce n'est pas loin des chiffres de la CPAP finalement. La chronothérapie, grand sujet de polémique. Je pensais qu'on n'allait pas en parler aujourd'hui. Donc, chez cette patiente, bien sûr, j'ai prescrit un antihypertenseur le soir au coucher. C'était évident dans ma tête, même si c'est très contradictoire les résultats avec ce que M. Hermida nous a publié il y a quelque temps. Très controversé sur est-ce qu'il faut le faire ou pas de manière systématique chez les patients, prescrire un traitement antihypertenseur le soir. Chez cette patiente-là, oui, je l'ai fait. Je l'ai mis sous un antihypertenseur le soir au coucher pour essayer d'obtenir le maximum d'efficacité du traitement lorsqu'elle en a vraiment besoin, c'est-à-dire quand elle dort. Donc, en conclusion, l'hypertension artérielle et les maladies respiratoires, c'est de l'hypoxie, de l'inflammation, de l'hyperréactivité plaquettaire. Ce sont des patients à très haut risque cardiovasculaire qu'il faut traiter en tant que tel. Et quand on dit très haut risque cardiovasculaire, il y a le traitement de l'hypertension artérielle, mais aussi il y a les statines à côté. Il faut toujours les garder à l'esprit. Les antihypertenseurs, certains ont un tropisme pulmonaire qu'il faut garder en tête. Je vous rassure pour ceux qui ont dit à un certain moment que les IEC étaient responsables de cancer pulmonaire, c'est jeté aux oubliettes. On oublie ça. Les interactions médicamenteuses sont à considérer, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prescrire les bonnes molécules à nos patients. Il faut prendre les précautions nécessaires pour leur donner les molécules dont ils ont besoin pour diminuer leur morbimortalité cardiovasculaire. Le syndrome d'apnée de sommeil, il est très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Il faut essayer plus de le détecter. La MAPA permet de nous donner des signes indirects et il ne faut pas hésiter à faire la polygraphie. Et je vous remercie. Merci, Madame Fuller, pour nous avoir mis en lumière toutes ces évidences. Mais est-ce qu'il y aurait une question dans la salle, s'il vous plaît? Venez, s'il vous plaît, vous avez le micro là-bas. Merci.
question concernant le traitement diurétique, parce que les minéralocorticoïdes, c'est-à-dire quel type d'antialdostérone, c'est des médicaments qui sont, c'est vrai qu'ils ne sont pas antihypertenseurs forts, mais qui épargnent un peu le potassium et qui, parfois, comme vous avez dit, il y a toujours ce problème de corticothérapie qui est accompagné par des hypocalémies. Est-ce que ce n'est pas des médicaments parmi les diurétiques qui peuvent être utilisés dans la situation de BPCO et hypertension artérielle? Alors, j'adore cette question, en fait, parce que tout simplement, le seul inconvénient des minéralocorticoïdes, c'est qu'ils ont été développés il y a longtemps. Et que donc, on n'a pas des laboratoires qui poussent derrière pour faire des études cliniques en beaucoup plus large pour connaître à quel point ils sont extraordinaires comme traitement. Il ne faut pas oublier que l'antialdostérone reste quand même le traitement de choix chez l'hypertendu qui est résistant. Donc oui, c'est une molécule qui est très puissante. Son seul souci reste l'hyperkaliémie qui doit être gérée. Et là, ils sont en train de développer de nouvelles molécules antialdostéroniques et qui ne donnent pas cette hyperkaliémie de la même manière que l'antialdostérone qu'on a actuellement. Maintenant, pour ces patients qui sont BPCO, c'est vraiment un traitement de choix parce qu'on va directement contrecarrer l'effet des glucocorticoïdes en n'ayant aucun effet sur l'inflammation, enlever l'hypokaliémie. De plus, c'est quand même un traitement qu'on aime beaucoup dans l'insuffisance cardiaque, aussi bien à fonction systolique conservée qu'altérée, et dans les signes congestifs de l'insuffisance cardiaque droite. Donc, c'est vraiment une molécule de choix. Maintenant, le seul souci, c'est de gérer la kaliémie avec cette molécule, c'est tout. Une autre question dans la salle, s'il vous plaît. Dans votre pratique courante, comment vous faites pour les bêta-bloqueurs chez les BPCO? Est-ce que vous discutez avec le pneumologue? Est-ce que vous prescrivez systématiquement une EFR? Comment vous faites? Alors, dans la pratique quotidienne, pour un patient BPCO non asthmatique, donc, on pose la question, est-ce que le patient utilise des bêta-2 mimétiques à courte durée d'action? Si c'est un patient qui utilise des bêta-2 mimétiques à courte durée d'action, je n'ose pas commencer les bêta-bloquants sans l'avis du pneumologue. Je demande l'EFR avec la réversibilité sous bêta-2 mimétique et la possibilité de mettre sous bêta-bloquant. Pour les patients qui ne prennent pas de bêta-2 mimétique et qui utilisent ceux à longue durée d'action pendant une certaine période de l'année régulièrement, je peux commencer par les bêta-bloquants cardiosélectifs à très faible dose. Ce qu'on a en Tunisie disponible, c'est le bisoprolol et le nebivolol. Ce sont deux molécules qu'on peut très très bien prescrire. On commence par des toutes faibles doses, on prévient le patient qu'en cas de crise d'asthme, il doit aller consulter et être mis sous bêta-2 inhalé directement. Et généralement, ça se passe très bien. Le problème chez les asthmatiques vrais et ceux qui ont besoin qui utilisent l'aérol, quoi. Ceux-là, je ne risque pas. Le pneumo, c'est à lui de me dire est-ce que je peux ou pas. Et parfois, le pneumo me dit oui et parfois, il me dit non. C'est après le test de réversibilité au bêta-2 qu'il est capable de répondre à la question. Merci beaucoup. Si quelqu'un vient vous voir qu'il a une HTA, quelle serait votre démarche pour essayer de diagnostiquer chez lui une insuffisance cardiaque infraclinique qui se prépare ou une insuffisance coronaire latente? Parce qu'on a tendance à dire c'est une bronchite chronique, bon, ça va, il a une HTA, je donne mon traitement, au revoir et merci. Donc peut-être que le médecin doit faire une démarche pour essayer d'aboutir à ces diagnostics, vu que leur fréquence est assez importante, et c'est eux qui jouent un rôle majeur sur le pronostic de ces malades. Alors, de manière pratique, il y a aussi le coût qui va entrer en jeu. Et en fait, c'est seulement un problème de coût, parce que sinon, on peut tout faire.
On peut faire l'EFR, on peut faire un bon avis pneumo avec la spirométrie et là, on sait s'il y a un problème au niveau respiratoire. On fait l'échographie cardiaque, l'épreuve d'effort et là, on a la réponse, le NT-proBNP, on a la réponse à toutes nos questions. Maintenant, si on va se placer, se baser beaucoup plus sur la clinique, donc on sait que nos chers BPCO ne sibilent pas toujours, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dyspnéiques pour autant. On sait que souvent ils sont obèses et donc faire la part des choses entre qu'est-ce qui est une incapacité à l'effort, qu'est-ce qui est une insuffisance respiratoire restrictive à cause de l'obésité et qu'est-ce qui est une insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée. C'est vraiment pas évident de faire la part des choses et probablement tout est intriqué. Donc, quand on veut faire les choses correctement, on traite ce qu'il faut sur le plan cardiaque. On n'hésite pas à mettre le patient sous de faibles doses de diurétique thiazidique. Donc, une association IECRA2 avec un thiazidique, c'est l'idéal pour un patient qui est dyspnéique. Et puis après, s'il continue à être dyspnéique, un avis pneumo, on ne peut pas s'en passer. J'aurais juste une suggestion à vous faire, madame. Est-ce qu'il serait opportun de faire carrément une épreuve d'effort adaptée à leur état? Alors, l'avantage de l'épreuve d'effort serait magnifique. Donc, on va voir qu'il a une adaptation à l'effort, donc il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Deuxièmement, on va voir le profil de la tension artérielle à l'effort. Et puis, s'il arrive à faire cette épreuve d'effort et qu'elle est négative, nous avons 85% de chances de dire que le patient n'est pas coronarien. Parce que l'épreuve d'effort, elle a 15% de faux positifs et 15% de faux négatifs. Voilà, c'est une démarche. Ou peut-être doser la NT-proBNP pour dire un peu, voilà un peu, juste pour rester, parce que ce que vous dites est assez important quand même. Une BPCO, elle cache d'autres maladies derrière elle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, je suis parfaitement d'accord, mais c'est comme je le dis, c'est une question de coût. Après, on peut faire, c'est très bien de le faire. En effet, ce sont des patients coronariens par excellence. Ils ont tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce sont des patients à très haut risque cardiovasculaire. Donc, détecter la maladie coronaire chez eux, oui, absolument. Ça fait partie de ce qu'on devrait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de l'état du patient? S'il est très obèse et très dyspnéique, bien sûr, il ne pourra pas faire son épreuve d'effort. S'il n'a pas les moyens non plus, etc., etc. Si j'ai le choix entre une épreuve d'effort et une échographie cardiaque, ça va être une échographie cardiaque et pas une épreuve d'effort pour moi. L'échographie cardiaque, elle apporte des éléments sur la fonction cardiaque, mais pas sur l'insuffisance coronaire. Voilà ce que je veux dire, c'est tout. Mais c'est important, l'échographie cardiaque, elle va vraiment de la fonction VG, les pressions pulmonaires, vous allez voir si vous avez une hypertension artérielle pulmonaire, c'est important, etc. Mais bon, justement, parce que la cardiologie ischémique, souvent, elle est chez eux. Elle est prévalente chez eux, elle est souvent cachée. Et quand les gens disent bloc-nez, on pense que c'est en rapport avec sa maladie alors que ça cache. Et le problème, il est là, c'est tout. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions, maintenant, il y a deux qui sont absents. Il y a STA et hypotension orthostatique et STA résistante. Par pure modestie, si vous avez des questions, on essaiera de vous répondre pour combler ce vide, parce que vous avez été nombreux à vous présenter. Nous vous remercions vivement et peut-être que nous pourrions vous aider si vous avez des questions pratiques à nous poser. Elle nous a préparé. Alors, quelle est la définition d'une STA résistante? Est-ce que quelqu'un peut répondre qu'est-ce qu'une STA résistante? Il y a une trithérapie à dose totale. Voilà. Pardon? Bien sûr. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la tension artérielle, elle est supérieure à 140 sur 90, à ce moment-là, vous posez des questions. Alors, quelle serait la démarche? La première chose à faire, de dire que c'est une STA résistante, de réfléchir, de reprendre la tension artérielle, de proposer une MAPA, de faire un bilan. Quelle serait la démarche? Pardon? Là, il faut confirmer le diagnostic. Parce qu'il se peut que le malade fasse de la STA de blouse blanche dans votre cabinet.
L'essentiel, comme vous avez dit, de se rassurer qu'effectivement, on est un échec de traitement parce que quand on associe trois antidépresseurs, dont un diurétique à dose efficace, sans revenir aux chiffres tensionnels optimaux, l'essentiel, il faut, premièrement, comme vous avez dit, se rassurer qu'il n'y a pas un écart de régime, il n'y a pas un problème d'observance thérapeutique, et en même temps de faire, comme vous avez dit, une MAPA pour savoir est-ce que la tension artérielle, ce n'est pas un problème de blouse blanche, tout ça avant d'aller à une autre stratégie. Certainement, la cause de la tension chez une personne jeune reste toujours à chercher, parfois on l'oublie. Chez les personnes qui sont à un certain âge qu'il faut chercher une cause, une prise de médicaments antihypertenseurs, ou comme vous avez dit, prise symptomatiques. Je pense qu'il faut toujours chercher dans ce cas avant d'aller rassurer qu'il y a un échec thérapeutique. Les choses les plus simples, c'est de lui demander de reprendre l'attention en rentrant chez lui à domicile. De vous ramener les chiffres après 3 jours. Si les chiffres sont bons, donc probablement il fait de l'HTA au cabinet. Si les chiffres sont élevés, vous êtes vraisemblablement devant une trithérapie avec vraisemblablement une résistance, et là vous allez faire tout votre interrogatoire. Est-ce qu'il y a la présentation de prise médicamenteuse? Est-ce qu'il y a une omission? Est-ce qu'il y a un bon régime sans sel? Et là, vous allez savoir si votre malade prend un bon régime sans sel ou pas. Il faut questionner, etc. Maintenant, il faut aller plus loin. Est-ce qu'il prend des médicaments? Il peut prendre des médicaments sans vous le dire. Il y a des médicaments qui peuvent entraîner une hypertension artérielle par rétention hydrosodée. Il faut connaître ces médicaments. Il y a des médicaments qui ont un effet anti-HTA. Quels sont ces médicaments? Bon, essentiellement parce qu'ils utilisent, par exemple, des antidépresseurs non stéroïdien est très fréquent, surtout, ils ne connaissent pas, les gens l'utilisent sans sachez que ces médicaments contrecarrent certainement le traitement antihypertenseur. Les vasoconstricteurs nasaux. Vasoconstricteurs nasaux, on prend. Les corticoïdes contre la corticothérapie. Pour les femmes qui prennent des oestrogènes aussi. Exactement. Il y a d'autres médicaments, bon, je ne rentre pas dans les détails, les rétropoétines qu'on donne pour traiter l'anémie chez les insuffisants rénaux, par exemple, peut donner cela. D'accord? Certaines substances antimitotiques, parce que ces substances-là ont un effet qui élève la tension artérielle. D'accord? Et vous avez un bilan biologique à faire d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez demander comme bilan biologique? Bon, en général, comme je dis, il y a un traitement avisé étiologique, c'est le bilan hormonal habituel pour chercher les autres causes. Et le bilan, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une inflammation qui peut nous orienter encore vers une cause comme elle a dit, l'existence, par exemple. Le bilan minimal, qu'est-ce que vous faites comme bilan minimal? Bilan thyroïdien rénal. Iono, pourquoi vous demandez Iono? C'est très important. Voilà. Vous avez trouvé la clé. Oui. C'est le fil conducteur. Avoir une hypokaliémie est le fil conducteur qui témoigne d'un hyperaldostéronisme. À partir de là, vous allez réfléchir. Et quand vous arrivez au diagnostic qu'il s'agit bien d'un hyper, le fait, comme je dis Madame Schuller tout à l'heure, d'ajouter un peu d'aldactone va normalement normaliser votre tension artérielle. Vous savez que 50% pratiquement des HTA résistantes, c'est comme ça, 50%, ça marche très bien quand vous rajoutez un anti-aldostérone. Exactement. Surtout que l'ionogramme, ça fait toujours partie des bilans de contrôle de traitement de l'hypertension artérielle. Quel est le chiffre fatidique de kaliémie? Pardon? Le chiffre fatidique de kaliémie, c'est 3,5 sous diurétique
et 3,1 sans diurétique. Ou plutôt, sans diurétique 3,5 avec diurétique 3,1. Exactement. Voilà, c'est un peu ça à l'inverse. D'accord? Et vous allez voir, ces gens-là ont une hypercaliurèse. Très important. Donc, il faut que vous dosiez l'ionogramme urinaire en même temps. On l'appelle globalement parce que ça a permis pratiquement d'éviter de faire pas mal de tests d'examen qui sont très coûteux à la recherche d'une étiologie. Et en général, lorsque il n'y a pas, en général, il y a une erreur de régime ou il y a une hyperadésonisme secondaire, sinon c'est un hyperadésonisme primaire. Là, c'est indiscutable. Si ce n'est pas secondaire, c'est primaire. Et là, c'est une des causes de préfréquentes de résistance au traitement. Comme l'a dit Mme Schuller tout à l'heure aussi, il faut considérer le syndrome d'apnée du sommeil, surtout quand vous avez affaire à un malade qui est obèse, qui présente les symptômes de l'abdominaliomie. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, à Mme Schuller ou moi-même? Moi, j'ai une question que je l'ai oubliée parce que concernant la dyspnée et BPCO, bon, c'est vrai qu'on a des difficultés parfois de savoir est-ce que la dyspnée est d'origine cardiaque ou d'origine pulmonaire, surtout chez la personne qui a déjà une fonction systolique préservée. Est-ce qu'il faut toujours doser systématiquement le BNP et le pro-BNP pour faire la part des choses, parce que ça se pose toujours un problème. Alors, en fait, c'est la question à $1 million. Et c'est la question où finalement, il faut arrêter d'essayer de dire non, c'est le cœur, non, c'est les poumons, c'est les deux. C'est les deux. Quand un patient a un BPCO et dyspnéique, c'est difficile d'imaginer un patient de 70 ans, dyspnéique, qui n'ait pas d'insuffisance cardiaque. Hypertendu, BPCO, il a de l'insuffisance cardiaque. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'en a pas, quelle que soit la fonction ventriculaire gauche systolique. On peut toujours calculer les pressions de remplissage du ventricule gauche. C'est vrai quand elles sont élevées, quand on a un profil restrictif et qu'on a une hypertension pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, ça nous permet de conforter notre idée que vraiment la dyspnée, elle est mixte. Elle est aussi bien cardiaque que respiratoire. Mais il faut arrêter de se leurrer. Les deux sont là, les deux sont ensemble, les deux nous posent problème et les deux doivent être traités simultanément en essayant de faire attention aux interactions médicamenteuses. À 70 ans, 75 ans, patient qui est obèse, hypertendu et tabagique, il a les deux. C'est évident. Biologie ou écho? Moi, c'est écho. Moi, c'est écho absolument. Le NT-proBNP, il faut savoir qu'il s'élève pas seulement en cas de dysfonction ventriculaire gauche, mais aussi droite. Donc, on a le NT-proBNP qui s'élève, même si le patient n'a à 0 atteinte au niveau gauche. Donc, s'il a une hypertension artérielle pulmonaire aiguë sur une hypoxie sévère, il va avoir une dilatation du VD, et un étirement des fibres myocytaires du VD, et donc une élévation du NT-proBNP. Et on ne pourra pas faire la part des choses uniquement par la biologie. Donc, moi, je préfère, c'est l'échographie qui m'oriente mieux, donc la fonction systolique, la fraction d'éjection, la PRVG, la PAPS. Après, ça reste, on est des médecins, on est clinique, je le répète, 75 ans, obèse, tabagique, diabétique, hypertendu, bah, il a les deux. Le rapport bénéfice, c'est mieux que la bénéfice. Oui, c'est le même prix. L'NT-proBNP et une échographie cardiaque, c'est le même prix. Donc, il n'y a pas photo. Vous avez d'autres questions ou vous avez envie de lever la séance? Si vous avez d'autres sujets, on a quand même une demi-heure. On peut aussi parler d'autres choses sur l'hypertension artérielle qui vous dérange. Si vous voulez, madame. Bonjour. J'aimerais poser une question sur l'HTA résistante. En fait, j'ai eu l'occasion de consulter chez nous en Mauritanie dans un centre de santé où j'étais en contact avec pas mal de femmes sous contraception hormonale avec une HTA résistante. Donc, à un moment donné, on ne savait pas est-ce que les malades sont hypertendus ou bien c'est la contraception hormonale qui est à l'origine de cette HTA. C'est ce que j'ai remarqué chez ces patientes. Ce sont des patientes avec une HTA vraiment résistante. On essaye vraiment de gérer les mesures hygiéno-diététiques,
la monothérapie dose max, la bi-dose max, la tri-dose max, et ça ne marche pas. Bon, chez nous, il y a un problème quand même c'est-à-dire que les malades refusent les autres moyens de contraception, catégoriquement. C'est-à-dire on discute, on essaye de convaincre le malade et il refuse. Certains sont sous contraception hormonale, c'est-à-dire c'est des injections qui sont à long terme. Donc, on ne peut pas agir sur l'effet de ces médicaments, pour moi. Donc, est-ce que vous avez, d'après votre expérience, quelles sont les molécules qui sont vraiment préférées chez les malades? Et la solution pour vous, devant ce type de situation, le nombre n'est pas négligeable. Parfois, c'est un centre de santé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consultations et j'ai les sages-femmes qui sont à côté, qui contrôlent la tension, qui m'envoient les malades. Donc, parfois, ça arrive à 20, 25, 30% de ma consultation. Je vous remercie beaucoup. Bon, donc on est en train de parler d'une hypertension artérielle sévère, mal contrôlée chez des jeunes femmes en âge de procréer. Ce qui est quand même une certaine partie, c'est pas une majorité de patients hypertendus. Chez ce genre de patients, les œstroprogestatifs peuvent être responsables d'hypertension artérielle, mais surtout d'un risque cardiovasculaire élevé. Par contre, les progestatifs à long terme, normalement, non, ne devraient pas. Ceux dont vous parlez, progestatifs, les implants, normalement, ça ne joue pas du tout sur les chiffres de pression artérielle et sur les complications cardiovasculaires. C'est d'ailleurs les molécules préférées chez les patientes qui sont cardiaques. C'est ce qui est préféré. Donc, c'est beaucoup plus, je pense, qu'il faut aller dans l'hypertension artérielle résistante classique, c'est-à-dire la première chose à vérifier, c'est est-ce que vos patientes sont en train de prendre leur traitement. Donc ça, c'est la première chose, parce que ça a été prouvé dans la littérature. En fait, les patients, une des causes majeures d'hypertension artérielle résistante, c'est la non-prise du traitement antihypertenseur. Et ils ont retrouvé ça chez des Anglais, chez qui ils ont fait un dosage systématique des molécules au niveau urinaire. Et ce qui était corrélé à la non-prise, c'est plus vous leur donnez de médicaments et moins ils vont prendre leurs médicaments. S'ils ont 6 comprimés à prendre, vous pouvez être sûr qu'ils prennent rien. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Après, il va falloir vraiment aller dans l'hypertension artérielle résistante, c'est-à-dire le patient sous trithérapie avec un diurétique qui ne reste pas du tout à l'objectif thérapeutique, chez qui il y a un bilan minimum qui est fait, essentiellement l'HTR rénovasculaire, etc., qui est exploré. Lorsque on ne trouve rien de tout ça, on peut commencer l'aldactone, justement, très très bonne molécule, et ensuite on se lancer dans les explorations pour essayer de comprendre si ce sont des femmes qui sont obèses, le syndrome d'apnée de sommeil est là. Si ce sont des femmes qui ont éventuellement les autres causes, mais elles ne sont quand même pas fréquentes. Les causes d'hypertension endocrinienne, hyperaldostéronisme primaire, secondaire, etc., le Cushing, les coarctations d'aorte, il faut y penser, mais elles ne sont pas très fréquentes. Les plus fréquents, c'est la non-prise de traitement, c'est le syndrome d'apnée de sommeil. Donc, ça reste des choses qui restent assez gérables à votre niveau, à notre niveau de tous les jours. Après, c'est des explorations beaucoup plus compliquées, mais réservées à une toute petite partie de ces patientes. Mais pour les progestatifs, les implants, c'est parfait. Hein. Ce n'est pas eux qui sont responsables de l'hypertension artérielle. Non, nous avons remarqué que c'est un rapport avec la contraception orale et celle qui est prise par voie injectable. Ils font des injections de 3 mois. Pour 3 mois. Et ceux-là, vous allez les mettre sous progestatif, les implants de et la progestatif. deuxième remarque aussi chez ces patientes, nous en Mauritanie, c'est une population hétérogène. Donc, ce sont des femmes d'habitude en âge de procréation qui sont de race noire. 90% de ces malades sont de race noire. Et chez nous, on a beaucoup de jeunes de race noire qui ont l'HTA essentiel. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que ça accélère le phénomène chez ces malades? Donc, une maladie qui joue probablement, quand même, vraisemblablement, oui, indiscutablement. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, messieurs? Est-ce que vous voulez juste une question sur STA et hypotension orthostatique qui devrait être abordée? Il y a probablement des gens qui sont venus pour
pour avoir une idée. Pardon? Voilà, c'est essentiellement les diabétiques qui sont sujets où il y a une surdimension du traitement. Parce que c'est la première chose qui interpelle. Donc, vous allez vous rendre compte au cabinet, lorsque vous le mettez en orthostatisme, la tension va diminuer de moins 20 mm de mercure pour la systolique et de 2 mm pour la diastolique. Là, donc, c'est très classique. Quand vous avez un seul médicament, le problème ne se pose pas. Quand vous avez 2 ou 3, il faut choisir un, arrêter quel est celui qui est responsable. Donc, vous pouvez encore aller plus loin. Si vous avez un diurétique, vous allez voir si votre maladie est au niveau volumique ou pas. Donc, c'est ça, il y a une démarche diagnostique. Il y a une démarche diagnostique à faire. Alors, si vous voulez, j'ai une présentation. Malheureusement, l'hypotension orthostatique et l'HTA résistante datent un peu, donc elles ne sont pas du tout mises à jour. Par contre, j'ai une présentation que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur la dysautonomie. Donc, toutes les dysautonomies, essentiellement la maladie de Parkinson, et puis les dysautonomies végétatives chez les patients qui sont très âgés, etc. Si ça vous intéresse d'en parler un tout petit peu, on peut la mettre pour le reste du temps. Ça vous va? Oui, c'est bien. Donc, c'était dans le cadre d'une formation avec la Société tunisienne de cardiologie sur les mesures ambulatoires de la pression artérielle. Donc, un des éléments intéressants, ce sont justement les syndromes dysautonomiques. On ne se rend pas compte à quel point le corps est une machine formidable qui permet de garder tous les paramètres homéostatiques normaux et c'est seulement lorsque ça se dérègle qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Donc, mon patient a un syndrome dysautonomique, la dysautonomie. Il y a la dysautonomie primitive, donc les maladies neurovégétatives, qu'elles soient héréditaires ou acquises, essentiellement celle la plus connue, la maladie de Parkinson, mais aussi d'autres dysautonomies secondaires qui se voient dans l'amylose, où il y a une infiltration des systèmes nerveux de par les dépôts amyloïdes, certaines maladies métaboliques et des maladies auto-immunes qui détruisent justement tous ces centres de commande centraux. L'hypotension orthostatique, la définition, c'est un des éléments majeurs qui est retrouvé dans cette entité. La définition, c'est la baisse de la pression artérielle systolique de plus de 20 mm de mercure. 30 mm de mercure si le patient n'était pas en position assise, mais en position allongée. Ou bien diastolique de plus de 10 mm de mercure dans les 3 minutes après le passage en orthostatisme. Donc là, une petite remarque, nous sommes issus de l'école française, la mesure de la pression artérielle se fait chez un patient allongé sur un lit, mais il faut savoir que de par le monde, la mesure de la pression artérielle se fait chez un patient assis et non pas allongé. Donc, d'où parfois on peut se retrouver un peu décalé par rapport aux recommandations internationales.
Lorsque le patient ne peut pas être assis, comme c'est souvent le cas chez certains patients qui sont âgés et qui sont très débilités, il faut au moins qu'il y ait une surélévation de la tête de plus de 60 degrés pour remesurer la pression artérielle et dire qu'il y a une hypotension orthostatique. Et il y a malheureusement ceux chez qui on retrouve une hypotension rien qu'en surélevant la tête. La majorité de ces patients ont une pression artérielle qui est normale en position assise et malheureusement, lorsque on les couche, certains d'entre eux vont faire ce qu'on appelle l'hypertension de décubitus et donc c'est une anomalie de réglage, de régulation de la pression artérielle où il n'y a pas cette vasoconstriction pour protéger le cerveau de l'afflux de sang lorsque le patient se met en position allongée. Et donc, la pression artérielle augmente et souvent, les patients ne se sentent pas très bien. On n'a pas malheureusement, autant on a chez 50% des patients avec une maladie de Parkinson, ils ont cette hypertension de décubitus. Chez les diabétiques, malheureusement, on n'a pas ces chiffres. Pourtant, on sait justement que la maladie de Parkinson et le diabète représentent une des causes majeures de dysautonomie chez les patients. Donc justement, un problème de régulation de la pression artérielle, le débit cardiaque, on le connaît. Ce qui régule, c'est le débit, les résistances artérielles et les volémies. Ce qui change peu, c'est le débit cardiaque. La volémie, elle est assez fixe lors de l'orthostatisme. Par contre, ceux qui vont changer de manière rapide ou moins rapide, c'est les résistances artérielles périphériques. Donc, on a le système sympathique qui est le plus rapide à la détente, qui va, de par la vasoconstriction ou bien lever de la vasoconstriction, favoriser une augmentation de la pression artérielle ou bien favoriser tel organe par rapport à un autre. Et on a aussi les facteurs hormonaux comme l'angiotensine 2, l'aldostérone, les bradykinin qui eux aussi vont faire une vasodilatation de certains organes par rapport à d'autres pour améliorer le débit cardiaque. Tout ceci se passe en normal, bien sûr, en situation normale, sous contrôle du système nerveux central, pour toujours garder un débit cardiaque et une perfusion qui devrait rester, disons, adéquate pour perfuser le cerveau à peu près une pression artérielle moyenne de l'ordre de 60 mm de mercure. Et malheureusement, lorsque la dysautonomie est là, tout ceci est tout petit peu perturbé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système humoral, tel que l'angiotensine 2 et justement la vasoconstriction qui en résulte, elle-même est activée par le système sympathique. Donc, il y a vraiment une intrication très proche entre le système neurovégétatif sympathique-parasympathique avec le système rénine-angiotensine-aldostérone pour justement adapter les chiffres de pression artérielle. Donc, la dysautonomie primaire, la maladie de Parkinson, mais pas seulement, il y a une autre qui est surtout le syndrome d'Hydrager, qui est une atrophie multisystémique. Ça donne une altération des voies afférentes et afférentes de l'arc baroréflexe régulateur. Donc, vous comprenez que toute cette régulation n'existe plus. Une altération de la sécrétion de la rénine, une dénervation sympathique cardiaque et vasculaire. Donc, une altération du système sympathique pré- ou post-ganglionnaire. En clinique, ce qu'il en résulte, c'est justement l'hypotension orthostatique, l'hypotension postprandiale, qui est très négligée et pourtant beaucoup de patients que vous connaissez, après avoir mangé, ils ont ce qu'on appelle le coup de barre. Le coup de barre après une alimentation riche est dû à une hypotension à cause d'une vasodilatation splanchnique qui est un tout petit peu trop importante par rapport aux besoins. Cette élévation est d'autant plus importante que l'alimentation est riche en hydrates de carbone, donc riche en sucre, et que le patient n'est pas assez bien hydraté. Et donc, il y a le coup de barre avec, parfois, on a des patients qui ont des chutes de pression artérielle qui peuvent aller de 150 à 90 mm de mercure en postprandial. Le déficit parasympathique, lui, va être responsable d'une hypertension lors du décubitus. L'hyperactivation sympathique au cours du décubitus, elle aussi, va être responsable d'une hypertension du décubitus. Tout ceci sans l'intervention du système endothélial qui se fait un tout petit peu
vieux, et ça s'associe bien sûr à des problèmes digestifs et des problèmes urinaires. Et ceci, vous avez des anomalies de la mesure ambulatoire de la pression artérielle qui est assez typique chez un patient dysautonomique, où vous avez pendant la tension et en postprandial une baisse très importante des chiffres de la pression artérielle, et la nuit, quand il se couche, il a une augmentation de manière très importante des chiffres de pression artérielle. Donc, tout le système fonctionne de travers et malheureusement, ça, c'est le déficit de cette régulation. L'hypertension de décubitus, sa définition, donc elle n'est pas très loin aussi de la définition de l'hypotension, mais dans l'autre sens orthostatique. On parle de légère, modérée à sévère. Donc, lorsque la pression décubitus supérieure à 140-190 mm de mercure, après 5 minutes de position en décubitus. La tension, dans ces cas-là, elle va baisser lors de l'orthostatisme et elle peut se voir aussi, comme on l'a vu tout à l'heure chez le patient, avec une hypertension artérielle nocturne ou bien sans hypertension artérielle nocturne. Donc, en fait, ça veut dire que le patient peut faire une hypertension, un pic hypertensif lorsqu'il se couche, et après, la pression artérielle va diminuer progressivement pendant la nuit. La valeur pronostique, on ne la connaît pas. Ce sont des patients qui sont assez âgés, qui ne sont pas beaucoup suivis, et le pronostic est dominé par d'autres complications telles que la fonction rénale ou éventuellement le problème cardiaque. On la retrouve quand même chez plus de 1/3 des patients qui sont parkinsoniens et aussi chez plus de 1/3 de ceux qui présentent une dysautonomie primitive. Lorsqu'on prend des patients, des études chez ces patients-là et qu'on leur fait un tilt test, donc le tilt test, c'est ce que vous voyez, c'est un patient qu'on met en décubitus dorsal sur une table et ensuite on le met à 70 degrés debout. Normalement, à ce moment-là, il y a tout le système sympathique-parasympathique qui se met en route pour garder une perfusion normale au niveau cérébral, sans utiliser la musculature des jambes pour essayer de ramener la volémie au niveau cardiaque. Et il y a ceux chez qui, lorsque le système ne fonctionne pas bien, ce sont des patients qui vont avoir des baisses de chiffres de pression artérielle, des baisses de la fréquence cardiaque de manière importante. Chez ces patients-là, on a fait un dosage plasmatique des catécholamines, de rénine et d'hormones antidiurétiques, et on a retrouvé que chez les 7 patients, chez les 12 parkinsoniens, il y avait 7 patients parmi les parkinsoniens qui avaient des anomalies de dysautonomie, 5 parmi ceux qui avaient, donc presque tous de ceux qui avaient une atrophie multisystématisée, et beaucoup de ces patients justement avaient une hypertension artérielle de décubitus. Donc c'était pour montrer que ceci était lié à cela, que la dysautonomie était directement responsable de cette hypertension de décubitus. Donc, les signes fonctionnels, il n'y en a pas beaucoup, des céphalées, une icturie, comme on a vu un tout petit peu pour le syndrome d'apnée de sommeil. La nuit, lorsqu'il se couche, la pression augmente. Un dépistage systématique en orthostatisme, mais aussi un dépistage en décubitus. Donc, finalement, il faut prendre la pression chez nos patients en position couchée, assise et debout. Bon, je vous rassure, ce n'est pas pour tous les patients quand même. Chez les patients qui présentent des anomalies, chez qui une maladie de Parkinson, il faudrait le faire de manière systématique parce que ce sont des patients qui en souffrent beaucoup. Et pour les autres pathologies, ce sont des patients qui sont assez âgés et avec des signes neurologiques. Le suivi, c'est pendant la première semaine, puis à chaque évaluation thérapeutique avec changement médicamenteux. Et là, il va falloir vraiment faire ce qu'on ne fait pas du tout d'habitude en matière d'hypertension artérielle, c'est-à-dire fractionner la prise des antihypertenseurs. Il faut s'adapter au patient. Normalement, chez un patient hypertendu, on essaie au maximum de donner une monoprise. Un seul comprimé, si on peut, un polypile, comme ça on assure l'adhérence au traitement. Avec ce genre de patient, on ne peut pas faire ça parce qu'à cause de grandes variabilités de la pression artérielle, il va vraiment falloir fractionner la prise des antihypertenseurs en fonction de leur profil et prendre la pression artérielle matin, midi et soir en position couchée, assise et debout. L'interprétation donc de la MAPA chez ces patients se fait en fonction de leur activité, en fonction de la prise des médicaments, en fonction de ce qu'ils mangent, en fonction de l'angle du lit, comment ils se sont couchés. Et un autre exemple là, vous avez une mesure ambulatoire de la pression artérielle qui est normale.
Vous avez ensuite un patient chez qui la pression artérielle nocturne ne diminue pas, c'est ce qu'on appelle un patient non-dipper, et vous avez un patient qui présente ce qu'on appelle un dipping reverse. Donc, vous avez la pression la nuit qui a augmenté. Dans ce cas-là, on est en train de parler de patients qui sont dysautonomiques, mais c'est exactement le genre de profil qu'on voit aussi chez les patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil. C'est des patients qui augmentent leur chiffre de pression artérielle la nuit quand ils dorment. Donc, en pratique quotidienne, un parkinsonien, c'est difficile de lui mettre une MAPA. Donc, il faut faire le maximum avec la prise de l'attention par quelqu'un d'autre à domicile. L'atrophie multisystémique, elle est rare. Les atteintes sont plus ou moins sévères au cours de la dysautonomie secondaire. Elles sont moins bien décrites, mais elles sont beaucoup plus fréquentes. Et là, on revient au diabète. C'est vraiment la dysautonomie secondaire la plus fréquente, mais malheureusement, en fait, le grand souci, c'est qu'on a beaucoup de mal à quantifier le degré d'atteinte dysautonomique chez un patient qui est diabétique. Autant on voit certains patients qui ont une dysautonomie nette, surtout quand on voit que leur fréquence cardiaque ne bouge pas du tout. C'est ce qu'on appelle une variabilité sinusiale qui est très basse. Donc, on se rend compte que ce patient-là, il a une dysautonomie, c'est évident, mais on n'a pas vraiment des critères clairs pour pouvoir la quantifier et pour pouvoir faire une espèce d'échelle. L'élévation de la pression la nuit pour garder une ATRI-URS, c'est une des explications qui permet d'éliminer le sel qui n'a pas pu être éliminé pendant la journée à cause d'une hypoperfusion rénale ou bien d'une hypovolémie et donnant une hypoperfusion, une diminution de la pression de perfusion glomérulaire. Un petit cas clinique, un patient de 84 ans, hypertendu, diabétique, insuffisant rénal, accident vasculaire cérébral sur FA, lésion frontale pré-rolandique, donc un cerveau en très bon état, une sténose de 70% bilatérale des artères carotides, il est sous furosémide, telmisartan, athénolol, nifedipine et moxonidine. Au cabinet, on lui prend la pression artérielle en position couchée, 140/89, puis à 5 minutes, il augmente. En position assise, ça change un tout petit peu par rapport à la première position couchée. Et en position debout, hypotension orthostatique. Donc, c'est vraiment un patient qui nous fait toutes les anomalies en raison de cette dysautonomie neurovégétative. On a essayé de lui faire la mesure ambulatoire de la pression artérielle pour essayer d'adapter le traitement et d'éviter ces pics tensionnels et d'essayer de les expliquer pendant l'après-midi, qui sont asymptomatiques mais qui effraient toute la famille lorsqu'ils sont pris. C'est seulement en prescrivant les molécules à certaines périodes de la journée qu'on arrive à peu près équilibrer et éviter des pics hypertensifs chez ces patients. Ce qui est rapporté par plusieurs experts internationaux, c'est qu'en matière d'hypotension orthostatique et d'hypertension de décubitus, il faut vraiment plus donner de l'importance à l'hypotension orthostatique en raison du risque de chute que cela donne que l'hypertension de décubitus. C'est les problèmes qui ont été rapportés en matière d'altération cognitive et de chute avec ces complications-là qui poussent à cette prioritisation. Cette prioritisation donne donc qu'il y a certaines règles hygiéniques à faire, c'est-à-dire les apports hydrosodés, il faut les augmenter un tout petit peu chez ces patients. Ils se mettent très rapidement en hyponatrémie sévère et surtout faites attention ces jours-ci, avec la sueur. On a beaucoup d'hyponatrémie chez les patients âgés qui font beaucoup d'efforts pour diminuer leur consommation en sel. Et on a des hospitalisations régulières en réanimation pour des états confusionnels. Et quand on vient, on a une atrémie à 129. Et la seule raison, c'est un petit thiazidique à 12,5 avec un patient qui n'a pas consommé beaucoup de sel, mais avec cette chaleur, il sue beaucoup. Et donc, il ne faut pas oublier, on perd du sel par la peau, surtout en temps chaud et humide comme ces jours-ci. Le lever doit se faire de manière douce et fractionnée. Il faut essayer de croiser les jambes parce que ça augmente les résistances périphériques, surtout chez ces patients qui ne sont pas très autonomes et qui n'arrivent pas à trop bouger pour augmenter le retour sanguin.
Éviter l'alcool, bien sûr, éviter le stress du système nerveux autonome, les bas de contention, parfois, lorsque l'hypotension orthostatique, on a du mal à la régler, surélever la tête un tout petit peu de 15 à 35 cm, les médicaments, préférer, lorsque vraiment on a besoin de traiter l'hypotension orthostatique, ce qui n'est pas souvent, mieux vaut, disons, s'appuyer sur les règles hygiéno-diététiques plutôt que de donner des molécules. Mais il faut savoir que ces molécules existent, mais pas en Tunisie. La fludrocortisone en particulier n'existe pas. Et donc, il faut donner des doses faibles pour ces patients parce que sinon, on va avoir l'hypertension après et puis ça n'aura pas de sens. Pour l'hypertension artérielle postprandiale, la carbose est une très bonne molécule puisque ça diminue l'absorption intestinale de glucose et donc ça diminue les complications de l'hypertension, disons la cause et le déclencheur de l'hypertension postprandiale et c'est une molécule qui peut être efficace. Pour l'hypertension de décubitus, donc éviter de s'allonger le jour, surtout après un médicament pour hypotension orthostatique, manger avant de dormir. Donc, toujours, pour une personne qui a ces dysautonomies, c'est vraiment un apport très fractionné en eau, en sel, en aliments sur toute la journée. Surélever la tête du lit. Pour les médicaments, éviter les alpha-bloquants et les diurétiques. Évaluer tous les médicaments prescrits. Le traitement au coucher. Faire attention à ce qu'on donne au coucher. Les ARA2, préférer le losartan. Certains vasodilatateurs ont été préconisés et dans le cadre du traitement de l'atrophie multisystémique, la clonidine a été utilisée avec certains succès, mais ça reste assez limité. Pour une autre patiente qui consulte pour des malaises de chiffres avec un chiffre tensionnel élevé, elle se plaint de dépression en rapport avec une tumeur de la moelle épinière opérée plus de 11 ans en arrière. Elle est sous séroplex lamictal, Stilnox occasionnellement. Sa pression artérielle au cabinet est plus que normale, même basse. Et quand on fait la pression, on lui met une MAPA parce qu'elle dit qu'elle a des chiffres de pression artérielle élevés parfois. Eh bien oui, elle fait parfois des chiffres de pression artérielle élevés. Et donc, en fait, à chaque fois qu'elle se couche, elle élève ses chiffres de pression artérielle. Elle a tout simplement une hypertension artérielle de décubitus. Donc, en la mettant sous traitement, un bêta-bloquant au coucher, après quelques jours, après, disons, 3 mois, on arrive à peu près à équilibrer, à éviter ces hypertensions artérielles de décubitus, même si, bon, elle nous a fait un bon... elle a dit qu'elle s'était énervée à 12h30 en élevant ses chiffres de pression artérielle comme ça. Donc, en conclusion, la dysautonomie secondaire, elle est fréquente, elle est intriquée. L'évaluation, c'est évaluer les 3 composantes à l'examen clinique et à la MAPA, l'hypotension orthostatique, l'hypertension de décubitus et l'hypotension postprandiale. Le plus important reste les règles d'hygiène de vie et il faut préférer chez ces patients-là et uniquement chez ces patients-là les molécules à courte durée d'action pour surtout éviter les chutes. Et je vous remercie. C'est un sujet très compliqué. J'étais très contente de le traiter. Je ne vous raconte pas. Mais malheureusement, ce sont des patients chez qui il faut faire quelque chose. Et il faut oublier certains dogmes qu'on en a, comme la monoprise, des patients actifs, etc. Il faut, bon, ça aussi à belle. Il faut aussi qu'ils boivent une bonne quantité d'eau avant de manger, un grand verre d'eau. Ça permet de diminuer l'hypotension postprandiale en améliorant la volémie. Donc, toujours essayer de les aider pour avoir cette homéostasie qu'eux, ils sont plus capables d'assurer tout seuls, malheureusement. Il y a des cerises.